Et si la clé pour résoudre la crise de la natalité en Europe se trouvait au Portugal? C'est une question en tout cas que le Sénat français s'est très sérieusement posée. Et la réponse, eh bien vous allez voir, elle est loin d'être simple et elle est pleine de surprises. Allez, on regarde ensemble ce qu'ils ont découvert sur place. Alors, pour être bien clair, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça ne sort pas de nulle part. On s'appuie sur une source on ne peut plus sérieuse, c'est un rapport d'information de la Commission des affaires sociales du Sénat. Concrètement, ça veut dire qu'une délégation de sénateurs s'est rendue à Lisbonne pour enquêter, pour comprendre de l'intérieur la politique familiale portugaise. Et ce qu'ils en ont ramené, c'est vraiment très, très instructif. Faut bien voir que le Portugal, c'est devenu une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Le pays fait face à un déclin démographique qui est vraiment alarmant et pour réagir, ils ont mis le paquet avec des politiques familiales hyper ambitieuses. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ok, alors avant de plonger dans les solutions, il faut d'abord poser le décor. Et le décor, c'est le problème de fond. Le Portugal est confronté à ce que le rapport n'hésite pas à appeler une véritable fuite de sa jeunesse. C'est un exode massif qui représente un défi immense pour le pays. Et le premier chiffre, il fait l'effet d'une claque. 850 000. 850 000. C'est le nombre de jeunes Portugais entre 15 et 39 ans qui vivent aujourd'hui en dehors du Portugal. C'est juste colossal. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, imaginez près d'un jeune sur trois. Un sur trois qui fait ses valises pour construire son avenir ailleurs. On imagine facilement l'impact que ça peut avoir sur la société, sur la démographie. C'est énorme. Et attention, le robinet n'est pas fermé. Loin de là, chaque année, c'est 40 000 jeunes de plus qui s'en vont. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est le profil de ceux qui partent. Ce sont majoritairement des jeunes diplômés, le capital humain le plus précieux du pays, qui s'envolent juste après avoir terminé leurs études. Bon, face à une telle hémorragie, on s'en doute, le Portugal n'allait pas rester les bras croisés. La première phase de la contre-attaque, c'est un investissement massif, vraiment volontariste, dans un secteur clé, la petite enfance. Et au cœur de cette stratégie, il y a un programme au nom plutôt sympa, Crèche Feliz, ce qu'on pourrait traduire par crèche heureuse. L'idée, elle, est aussi simple qu'elle est radicale. La crèche devient totalement gratuite. Pour tous les enfants de moins de 3 ans, sans aucune condition de revenu. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire sauter un des plus gros verrous financiers pour les jeunes parents. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. C'est la montée en puissance spectaculaire du programme. La ligne bleue, là, c'est le nombre d'enfants bénéficiaires. On passe de 20 000 à plus de 130 000 en à peine 4 ans, c'est fou! Et bien sûr, en face, le coût suit. C'est la barre rouge, on démarre à 5 millions et on frôle les 700 millions d'euros. Ça montre bien que l'État a mis les moyens. C'est un engagement budgétaire qui est tout simplement colossal. Alors, comment ils font pour mettre ça en place sur le terrain? Eh bien, l'État s'appuie sur un système assez unique au Portugal, les IPSS. Derrière cet acronyme un peu barbare, pour faire simple, ce sont de très grosses associations privées, mais à but non lucratif, qui sont partenaires de l'État. En gros, ce sont elles qui gèrent la plupart des crèches. C'est un peu le bras armé social du pays. Passons maintenant au deuxième pilier de la stratégie portugaise, qui est tout aussi ambitieux. Après avoir taclé le problème des crèches, le gouvernement s'attaque à un autre sujet crucial. Comment mieux partager les rôles entre les parents juste après la naissance? Et pour ça, ils ont mis en place un système de congé parental vraiment innovant. Bon, je vous l'accorde, ce schéma peut paraître un peu compliqué au premier abord. Mais en réalité, l'idée de base est super maligne. Le système n'est pas là pour forcer, pour imposer quoi que ce soit. Non, il est là pour inciter. Inciter le père, en particulier, à prendre un congé plus long. Et comment on fait ça? C'est simple, en offrant des bonus. Des jours de congé en plus et une meilleure indemnisation pour les couples qui jouent le jeu du partage. Concrètement, comment ça marche, ce bonus? C'est ça le mécanisme clé. Le père, il a déjà 28 jours qui sont obligatoires. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, s'il décide de prendre 30 jours de plus en solo avec son enfant, alors, hop, le couple gagne 30 jours de congé en plus, à se répartir comme ils veulent. Et ce n'est pas tout. L'indemnisation est meilleure. C'est une carotte financière très claire pour que le père s'implique davantage. Donc si on résume, des crèches gratuites, un congé parental super incitatif, sur le papier, on a l'impression que le plan est parfait, non? Sauf que, il y a un mais, et un gros mais. Le rapport du Sénat le montre très bien. Même les politiques les plus généreuses peuvent se fracasser contre des obstacles bien réels, des problèmes de fond. Et le problème, il est résumé ici, de façon assez brutale. Regardez cet écart. Entre 2015 et 2025, les salaires moyens au Portugal ont augmenté de 29%. Mais pendant ce temps-là, les prix de l'immobilier ont explosé de 105%.
l'écart est gigantesque. Du coup, le logement est devenu le problème numéro 1, le principal frein pour les jeunes qui veulent fonder une famille. Et ça vient complètement annuler une bonne partie de l'effet positif des aides. Et cette citation de la ministre du Travail portugaise que les sénateurs ont pu interroger, elle est vraiment clé. Elle dit en substance que le but, ce n'est pas juste d'injecter de l'argent. Le vrai objectif, c'est de créer un écosystème favorable. C'est la preuve que le gouvernement lui-même a bien compris que le problème est beaucoup plus large. Donner des aides, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un environnement global qui donne envie aux jeunes de rester ou même de revenir. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon de l'expérience portugaise d'après le rapport du Sénat? Qu'est-ce que ce grand laboratoire nous apprend sur les politiques familiales? Eh bien, la conclusion des sénateurs est sans appel. Une politique familiale, même très généreuse, même si on y met des centaines de millions d'euros, ne peut pas réussir toute seule, en vase clos. Si tout le contexte économique et social autour n'est pas favorable, ça ne marche pas. Et ce fameux écosystème favorable, il ressemble à quoi? Le rapport l'explique bien. Il n'y a pas de baguette magique. C'est un ensemble de conditions indispensables, un logement abordable, des salaires compétitifs, un bon équilibre vie pro-vie perso, et bien sûr des opportunités de carrière intéressantes pour les jeunes diplômés. Bref, c'est un tout. Et c'est sur cette question, finalement, que se termine ce décryptage. Aider une famille à payer sa place en crèche, c'est essentiel. Mais est-ce que ça suffit si cette même famille n'arrive pas à se payer en logement? Le cas du Portugal nous le montre bien, c'est un peu comme s'occuper des branches d'un arbre sans nourrir ses racines. C'est une réflexion fondamentale, pas seulement pour le Portugal, mais pour tous les pays qui sont confrontés à ce défi démographique.